sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce 23e colloque de l'EPH, École de psychanalyse à Paris. Comme pour nos précédents colloques qui étaient inscrits dans un cycle d'études générales, celui de la biographie psychanalytique des neuropsychoses et l'inversion, nous avons souhaité renouveler cette expérience réussie de consacrer plusieurs colloques à une thématique, un cycle d'études que nous pourrions détailler au fur et à mesure de nos colloques. Ainsi, nous avons opté à l'unanimité et avec beaucoup d'enthousiasme pour le thème de la sexualité en psychanalyse. Et nous commençons aujourd'hui par la sexualité infantile. Alors, la sexualité infantile renvoie bien évidemment aux thèses de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, qui en parla pour la première fois sous ces termes-là. Je souhaiterais, dans cette ouverture, faire une rapide rétrospective de sa pensée. Car en effet, Freud a affirmé, malgré l'ignorance ou les résistances de l'époque, qu'il existait une sexualité infantile. Pourtant, Freud n'a pas inventé la sexualité infantile. De même que l'inconscient, elle existait bien avant Freud. On peut lire à ce propos l'un des ouvrages qui décrivent ces activités sexuelles de l'enfant. Mais Freud en a découvert le caractère fondamental, organisateur et dynamique. Il lui a donné un rôle majeur dans le développement de la vie sexuelle et psychique ultérieure. En 1905, il écrit et publie les 3 essais sur la théorie sexuelle, qui restera un de ses ouvrages majeurs et dans lequel il affirmera clairement sa thèse d'une vie sexuelle infantile et de son importance dans le devenir de l'adulte. Dans cet ouvrage, il fait remarquer, je cite, « J'ai souligné dès 1896 l'importance des années d'enfance pour l'apparition de certains phénomènes importants dépendant de la vie sexuelle. Et je n'ai cessé depuis de mettre au premier plan le facteur infantile pour la sexualité. » En effet, en 1895, Sigmund Freud pose déjà l'hypothèse d'une étiologie sexuelle dans la formation de névrose du fait de l'accumulation de l'excitation sexuelle somatique. Lacan écrit dans le séminaire 4 « La libido est ce qui lie le comportement des êtres entre eux et qui leur donnera par exemple la position active ou passive. Même, dit Freud, cette libido a, dans les cas des effets actifs, même dans la position passive, car il faut bien une activité pour adopter la position passive. » Pour ce colloque, je dirais que ma pulsion de savoir m'a joué des tours. Dans nos recherches, nous trouvons parfois un petit quelque chose qui nous entraîne vers une autre chose, puis encore une autre chose. On s'y tient, on s'y agrippe, comme parfois l'enfant s'agrippe à la mère, au sein, aux jupes de sa mère ou à son pénis quand il en a. Elle n'en a jamais. Elle, c'est la femme. Elle, c'est l'objet génital de notre jeu de cette famille. C'est le postulat de base que les enfants, pourtant, ont du mal à valider dès le départ, sans doute parce que la puissance maternelle est leur. Comment cette femme aussi puissante, aussi impressionnante, qui me nourrit, que j'aime, n'aurait pas de phallus? C'est la théorie de la mère phallique. Une raison de plus de passer par la case castration. Lacan écrit que l'angoisse de castration est liée à la perception de l'absence d'organe phallique chez le sujet féminin et à la négation de cette absence. Gardons à l'esprit que la relation d'objet, dans un premier temps relation mère-enfant, relation duel, donc, est impossible à comprendre si l'on n'y introduit pas le phallus comme tiers. C'est la triade imaginaire, décrite par Lacan, toujours dans le séminaire 4, séminaire sur la relation d'objet. Séminaire fondamental pour approcher la castration. Enfin, rappelons que le phallus n'est pas l'appareil génital masculin dans son ensemble, c'est l'appareil génital, exception faite de son complément. Lacan écrit « L'image érigée du phallus est là, ce qui est fondamental, il n'y en a qu'une. Il n'est pas votre choix qu'une image virile ou la castration. » Autre prémisse, c'est le caractère profondément oral de la relation d'objet, imaginaire. Et l'aboutissement de cette relation duel, c'est le fantasme d'incorporation phallique. Et dans le jeu de cette famille, il nous faudra un père aussi par la suite. Un père imaginaire, symbolique et réel. Sinon, notre petit bout risque de s'arrêter de compter à 3. Et alors, gare à l'aliénation. Papa, sois un homme, supplie le petit Hans. Tu dois être en colère. Tu dois être le père. Tu dois me castrer. Soyons 4 pour que je puisse à mon tour devenir un homme quand ce sera mon temps.
Ainsi, c'est une question formulée par lettre à la première personne du singulier et dessinant sa trajectoire jusqu'à lui-même, en passant par le lieu du signifiant. Les lieux de signifiant, c'est comme l'a appelé le grand autre. Donc, en passant par le lieu de signifiant qui peut, me semble-t-il, donner la contenance nécessaire pour que la cure puisse avoir des repères consistants. Quand l'être pose la question d'un autre et que le clinicien cherche la vérification, l'authenticité de la question, et il vise à savoir si oui ou non, le moi accuse le coup. C'est-à-dire, le moi-même attendu signale que celui qui parle n'est plus le moi jouisseur, mais un moi qui accepte d'être traversé par la castration symbolique. Donc, comme a évoqué l'ordre du monde, donc il y avait quelques-uns, même des chirurgiens, même récemment, dans les années 50, qui pensaient que la castration c'était carrément d'y aller couper. En psychanalyse, la castration est symbolique. L'intervention dans le réel, c'est lors de la privation. L'autre, donc avec un Ganta, l'autre est pour Lacan le siège de la loi. Le lieu et siège du code. Dans le code s'y trouve la loi, les interdictions, le surmoi. Donc je profite très rapidement. Le surmoi, à ne pas confondre avec les résistances du surmoi. Le surmoi, c'est une bonne chose, si je peux me permettre de vous dire ça comme ça. C'est les résistances du surmoi qui compliquent notre existence. On parlera de ça un peu plus tard. L'autre, toujours représentant, devient l'expression même d'une parole qui sort par l'enclos des dents. Ça, c'est une petite citation d'Homère. Donc, l'autre devient l'expression même d'une parole qui sort par l'enclos des dents. Donc, sans l'autorisation du moi. À cet autre d'exprimer ce qui a à être dit sous forme de traits d'esprit, d'actes manqués, des maladies dans le corps ou dans l'organisme. Bien entendu, les maladies mentales aussi. Le désir de l'enfant est le désir de l'autre. Je cite Lacan, mais on trouve dans son œuvre, le désir de l'homme c'est le désir de l'autre, une référence qu'il avait pioché chez Spinoza. Je vais me limiter juste à ce qui m'intéresse ici. Le désir de l'enfant est le désir de l'autre. Il faut dire que le premier autre de l'enfant est sa mère, en tant qu'il l'a déjà symbolisé. L'intervention du père comme substitut d'un signifiant à un autre signifiant est au cœur de l'Édipe, puisque la mère a un certain rapport au père. Je cite Lacan. Faire fi de cette opération a des conséquences dramatiques pour l'enfant, garçon ou fille. Une fois entré dans les eaux de la mer d'Édipe, vous savez, la mer Baltique, etc., j'ai inventé un peu, je n'ai pas lu le texte d'Ordonnement, mais je pense qu'il y a une certaine continuité. J'ai beaucoup aimé le Louis 2012. Bon. Donc, une fois entré dans les eaux de la mer d'Édipe, nous trouvons les fantasmes fondamentaux. Les fantasmes que nous trouvons qui est dans ces eaux-là. On trouve le saumon en Norvège, et pas en Somalie. Ainsi, il y a des fantasmes que nous ne pouvons traverser que si l'on se donne la peine d'aller jusqu'à eux. En m'inspirant des mots d'un homme de souche, le beau Souchon, Alain, prénom, j'ai dit que c'est le désir de l'autre avec un mental qui vous impose votre lieu de naissance, la couleur de la peau de vos parents et leur sexe. Je vous dis cela parce que, avec Lacan, je pense que, je le cite, le rapport humain au monde a quelque chose de profondément, initialement lésé. Oui, mes amis, parce que découvrir seulement à l'âge de 20 ans que votre parent est homosexuel est chose de passé. Aujourd'hui, vos deux parents peuvent être homosexuels. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez naître d'un ventre qui ne fera jamais rencontre. Les psychanalystes ne doivent ni participer des débats publics sur ces sujets, ni non plus s'y dérober. Ils doivent maintenir la route de la clinique, la seule qui justifie leur existence. C'est quand l'être souffre que la présence de psychanalyste s'y fait nécessaire. Sur ce thème de la journée,
Je souhaiterais partir tout d'abord du titre, qui est, je vous le rappelle, la sexualité infantile, tabou hors notre tabou, et sa traduction euphonique est pleine d'à propos quant à ce goût qu'on a ou pas, qui inquiète tant les garçons et tracasse si bien les filles. Je pensais faire juste une introduction et je pense que je me suis un peu laissée emporter par ce thème de est-ce que c'est un tabou ou pas. Et surtout, dans notre modernité, c'est-à-dire que c'est bien de cette question-là du tabou, de l'intouchable, de l'indicible de la sexualité infantile que je souhaite partir. Car l'époque est toujours rétive à cette thèse freudienne. Et surtout, elle est éminemment plus outillée pour embrouiller les pistes et les avancer. Et c'est là que je me suis un petit peu laissée embarquer par mon inspiration. En novembre 2012, le choix aussi, si vous tournez le dos au principe même de la sexualité infantile, entre pincement de nez dégoûté face au pipi caca et une casuistique politico-psychiatriquement correcte et donc partant assez redoutable. Ainsi, donc, 1905, dans son article extrait des 3 essais sur la théorie de la sexualité, il y a cet article de la sexualité infantile dont on vous a déjà abondamment parlé et que sans doute vous connaissez aussi très bien. Sigmund Freud écrit: la conduite des enfants à l'école, qui paraît souvent inexplicable aux éducateurs, doit être comprise en fonction de leur sexualité naissante. C'est un passage où l'auteur évoque notamment les zones érogènes et leur qualité d'excitabilité, et évidemment aussi leur étendue. Il parle de toute la surface épidermique. Or, les éducateurs d'aujourd'hui comprennent désormais cet inexplicable qu'ils ont pris grand soin de classifier, notamment sous appellation de déficit de l'attention et d'hyperactivité, troubles pour lesquels est prescrit le fameux méthylphénidate, MDH, un médicament psychotrope qu'on retrouve dans la Ritaline, tous ces médicaments qui sont, et c'est là que porte précisément la polémique ou la controverse en ce moment actuellement, et depuis quelque temps, l'accroissement de la prescription de tels médicaments dans les traitements des troubles de l'adolescence et de l'enfant. Donc faire une croix sur la sexualité naissante de l'enfant, c'est un acte qui a des conséquences. En mars de cette année, j'assistais au colloque organisé par l'Association française de psychiatrie sur le thème de les bases conceptuelles de la classification en psychiatrie. Et c'est à cette occasion que j'entendais notamment parmi d'autres Monsieur Michel Botbol, qui est professeur de pédopsychiatrie, qui évoquait les mystères de cette prescription de ce médicament dont je vous parlais, le méthylphénidate. Et il évoquait donc les mystères parce qu'il y a des rapports de prescription qui courent de 1 à 10, selon les régions, et même parfois à l'intérieur des régions, notamment ici le Pays basque, avec toutes ses vallées. Et d'une vallée à l'autre, le rapport des taux de prescription de ce médicament a été évalué en fonction de la formation du psychiatre lui-même. Psychiatre formé en Angleterre, le rapport de prescription le plus élevé, 10. Le psychiatre formé en France, le rapport est de 1. Les bébés, c'est une graine qui pousse dans le ventre quand la maman, elle mange. J'ai choisi ce titre qui est le propos d'une jeune patiente de 7 ans qui était venue me rendre visite, car je souhaitais mettre au cœur de cette intervention la parole d'enfants
sur la question de la sexualité infantile qui nous anime aujourd'hui. À ce sujet, à savoir sur la parole de l'enfant, Jacques Lacan nous dit dans le séminaire 1, l'enfant aussi a une parole, elle n'est pas vide, elle est aussi pleine de sens que la parole de l'adulte, elle est même tellement pleine de sens que les adultes passent leur temps à s'en émerveiller. Il ne s'agira pas de s'en émerveiller, mais quand même de bien en saisir la portée. Sexualité infantile, tabou, Arnold tabou. Voilà une question qui m'a fait penser à une mère qui était venue me rendre visite, car son fils avait été surpris par son beau-père en train d'avoir des jeux sexuels avec son cousin et sa cousine. Cette mère était alors très angoissée de cette découverte et disait « Mais oui, je sais bien qu'il y a des jeux entre enfants, mais je le crois quand il me dit qu'il n'a rien fait. » Elle déniait complètement la découverte du beau-père de l'enfant, en même temps qu'elle s'en surinquiétait. Ce point me semble directement illustrer ce que vient de dire Madame de Amorim, à savoir la prégnance de la confusion entre le sexuel et le génital. Or, nous savons, depuis les 3 essais sur la théorie sexuelle de Freud, que le sexuel n'est pas réductible au génital et qu'il existe, dès le début de l'existence, une sexualité infantile qui s'étaye sur différentes zones corporelles, qui ne sont pas seulement les zones génitales et qui visent l'obtention d'un plaisir. Au sujet de cette distinction, je voulais simplement vous citer un exemple donné par Françoise Dolto dans Les images, les mots, le corps, où elle dit « L'être humain recherche le plaisir. Pour un jeune enfant de 2 ans, 2 ans et demi, c'est un plaisir de courir. Vraiment, il prend son pied, si l'on peut dire, en courant, et il arrive à une acmé où il n'en peut plus. Il faut bien qu'il s'arrête, mais il a un véritable orgasme narcissique dans sa course. » Je voulais reprendre cet exemple en ce qu'il indique de quelle manière la sexualité, au sens freudien, vient s'articuler à chaque endroit du corps qui, à un moment du développement, peut devenir zone de plaisir. Au-delà de cette dimension de la sexualité touchant au corps, il y a une autre dimension qui concerne le positionnement de l'être, le positionnement sexué de l'être, c'est-à-dire la manière dont il vient s'inscrire dans le destin de son sexe. Donc, pour commencer, je reprendrai, par rapport à mon intervention, l'argumentaire du colloque, comme ça a déjà été fait un petit peu ce matin, autour notamment de ce premier paragraphe de l'argumentaire qui disait « Commençons avec la sexualité infantile, ce verbe de la science psychanalytique, méconnu toujours et opiniâtrement récusé, vilipendé, honni depuis 1905, date de la première édition des 3 essais sur la théorie de la sexualité de Sigmund Freud. Ce verbe inaliénablement décline à tous les modes et à tous les temps les pensées et les actions des êtres parlants. » C'est effectivement, comme ça a été souligné, à mon avis, à juste titre par Lydie Amorim tout à l'heure, les résistances par rapport à ce sujet continuent d'exister. Lorsqu'elle disait ce matin que dès 1905, dès la publication des 3 essais sur la théorie de la sexualité, de vives résistances se sont manifestées, il est important aussi de noter que ces résistances ne sont pas que l'œuvre de personnes alentour, mais y compris au plus près de Sigmund Freud. Je pense en particulier aux personnes qui composaient
à cette époque-là la Société psychanalytique de Vienne, ces résistances se sont manifestées. Lorsque on lit les textes, donc les minutes de la Société psychanalytique de Vienne qui ont été publiées chez Gallimard dans la collection Connaissance de l'inconscient, sous le titre Les premiers psychanalystes, on peut voir par exemple à la séance du 10 octobre 1906 une conférence d'Otto Rank sur le drame de l'inceste et ses complications, et on a par la suite les discussions entre les premiers psychanalystes qui entouraient Sigmund Freud et qui discutaient un peu comme on le fait aussi aujourd'hui, des théories, des concepts, de la clinique, etc. etc. Et alors que l'intervention d'Otto Rank visait à voir les éléments touchant aux questions de l'inceste, entre autres dans la littérature, on peut lire que Edward Hitchman dit à un moment donné que l'amour que se portent des personnes parentes n'est pas toujours d'origine incestueuse, il peut être simplement familial. Par exemple, l'amour des parents pour les enfants. Donc, ce petit exemple pour illustrer la façon dont les résistances dont nous parlions sont aussi à chercher chez nous-mêmes. En faisant un petit saut dans le temps, je vous signale aussi plus récemment, plus proche de nous, en 2011, dans son livre L'homme selon le DSM, le nouvel ordre, sous-titré Le nouvel ordre psychiatrique, Maurice Corcos a intitulé le chapitre 5 « Comment se débarrasser du sexuel ». Et il nous dit, page 95, avec cette expansion de diagnostic de dépression chez les adultes et d'état limite chez les adolescents, sans que personne ne s'autorise à faire un lien entre les deux, est arrivée des pays anglo-saxons une théorie de tendance qui permettrait de rendre intelligible et opérationnelle la psychanalyse, la théorie de l'attachement. Psychanalyse d'autant plus vendable qu'elle est débarrassée de tout ce qui fait problème au somatopsychique humain, l'affect, la sexualité, l'inconscient. Intelligible, donc facile à comprendre et pratique d'usage. Si Freud a porté un coup de couteau au narcissisme de l'être humain, il n'a eu pour ce faire qu'à dévoiler au grand jour ce qui se masquait derrière les symptômes de ce dernier. L'accent est porté bien sûr sur les fantasmes sexuels, sur la sexualité telle que nous la décrivons aujourd'hui en parlant de sexualité infantile, mais plus il avance dans ses recherches, plus Freud va prendre la mesure de cette haine qui ronge l'être humain, de ce qu'il va appeler pulsion de mort. En tant qu'il caractérise un mode de satisfaction visant à infliger à autrui de la violence, de l'humiliation physique et morale, le sadisme est justement ce qui va permettre à l'inventeur de psychanalyse de lever un voile important tant sur la jouissance du névrosé que sur une énigme qui est loin d'être résolue, à savoir celle de l'avenir de la civilisation. Présent à différents degrés dans la cure de chaque névrosé, le sadisme est certainement une émotion pulsionnelle qui provoque le plus de résistance et partant le plus de souffrance. Après avoir montré l'influence du refoulement d'émotions sadiques du petit ange envers sa mère, ce que Freud décrit en parlant de l'homme au rat constitue le modèle de ce que nous allons pouvoir remarquer dans la plupart des névroses. Au moment de décrire le fameux supplice à l'origine de son pseudonyme, Freud remarque chez cet homme une jouissance par lui-même ignorée. C'est bien face au roc de l'ignorance que le psychanalyste doit se confronter chaque jour, et il convient à celui-ci d'user de toute sa subtilité et de tout son tact pour pouvoir la désamorcer, sans que la haine explose en sa direction et fasse rompre le transfert. Chez les névrosés de contrainte, eu égard à la rigidité de leur moi, cette tâche s'avère particulièrement ardue, mais l'on ne peut limiter cette difficulté aux seuls névrosés obsessionnels. On peut aisément concevoir que l'idée de vouloir faire du mal à son prochain est relativement dérangeante. Mais continuer à l'ignorer, à la refouler, à la méconnaître, n'est-ce pas encore plus préjudiciable?
Je pense par exemple à une psychanalysante qui rigole à chaque fois qu'un de ses amis lui raconte un événement douloureux. Ou encore à une personne qui hurle sur ses collègues au point de les faire pleurer, arguant qu'il s'agit alors de franchise, d'honnêteté, voire d'autorité. Nous voyons bien que l'ignorance à l'égard de leur propre cruauté l'a fait ainsi davantage déborder, si l'on peut dire, à leur insu. La transformation du sadisme par formation réactionnelle en altruisme ou en compassion est un destin de la pulsion la plus insidieuse, car sous couvert de bonnes intentions, notamment dans le domaine de la santé mentale, de nombreux professionnels n'hésitent pas à se mettre à la place de l'autre, lui donnant divers conseils très intéressants, sans se rendre compte que ce faisant, ils délogent littéralement leur semblable de leur place, ils l'annihilent radicalement, abrasant ainsi le sujet en devenir et par la même occasion son désir. Nous voyons ainsi comment la pulsion et la cruauté se manifestent dans les comportements sociaux des patients, qu'elles transparaissent de manière déguisée dans les symptômes du névrosé et dans les rapports sociétaux. Plus la haine est muselée, plus elle déborde de tous les côtés. En tentant de mettre à jour l'étiologie du sadisme, Freud va prendre appui régulièrement sur des hypothèses phylogéniques. Si cette approche du phénomène est quelquefois critiquée, il me semble que nous avons tout à gagner à le suivre dans cette voie, tout du moins dans un premier temps. Certes, l'être humain tire sa spécificité, pour ne pas dire son étrangeté, de son rapport au signifiant, ce que nous verrons avec les apports de Lacan, mais notre narcissisme peut facilement nous faire oublier qu'il n'en demeure pas moins un animal. Animal humain, certes, mais animal tout de même. Très rapidement, Freud met en évidence la part de sadisme qui existe dans le rapport sexuel génital. Celui-ci résulterait en partie de cette tendance pour l'homme, pas si lointaine finalement, de surmonter les résistances de l'objet sexuel. Cette connexion entre la cruauté et la pulsion sexuelle est donc un reste de l'histoire culturelle de l'espèce humaine. Le sadisme est donc une composante non négligeable de la pulsion sexuelle, et ce n'est que lorsqu'il n'est plus assujetti au but de la pulsion génitale que nous pouvons le reconnaître comme perversion, lorsque finalement il devient un but en soi. Nous pouvons remarquer que le sadisme est associé parfois du côté de l'homme, tandis que le masochisme sera davantage lié à la femme, si bien qu'il parlera d'un masochisme proprement féminin. Quoi qu'il en soit de cette différenciation, tout du moins pour le moment, l'idée essentielle que Freud met en lumière, c'est que l'apparition de la culture contrarie les pulsions sexuelles qui doivent alors être remodelées, réorientées pour que l'être humain puisse vivre en société. Et c'est justement ce ratage que vient nous signaler la psychopathologie, ce qui transparaît largement dans les symptômes des névrosés, dans cette tentative du moins de réprimer la sexualité. L'écueil pointé par Freud est le fait que les adultes confondent la question de la sexualité infantile et la sexualité génitale. Or, quand on parle de sexualité infantile, il n'est pas question de cette génitalité. Ça, c'est quelque chose qui a été développé par bon nombre d'intervenants aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qui vont se répéter, en effet, dans mon propos, qui viendront rafraîchir les interventions anciennes. Alors, si cette voie de l'observation directe de l'enfant peut être complexe du fait de l'interprétation, une autre voie d'accès est celle du discours des patients ou des psychanalysants, nous dit Freud. Et c'est ce discours qui l'a mené vers la voie de la sexualité infantile, ce dans un après-coup. Merci. L'après-coup introduit une temporalité, à savoir que les traces mnésiques du passé sont remaniées, laissant une empreinte dans la vie présente du sujet. Je vous propose aujourd'hui un voyage vers cette question de la sexualité infantile dans une temporalité qui est bien après coup, car mon propos de ce jour va être éclairé par ma pratique auprès de personnes âgées. Les vieux, comme dit une patiente qui s'énerve régulièrement, qu'on ne puisse plus appeler un chat, mais qu'on utilise des jolies périphrases pour noyer le poisson.
Je me dois de préciser le cadre de cette expérience clinique, car cela n'est certainement pas sans incidence sur cette clinique elle-même. Donc, dans la cartographie du RPH que Fernando de Amorim m'a montré ce matin, on se situe dans le premier moment, dans le moment de l'hospitalisation. Il s'agit donc en effet d'un lieu d'accueil pour personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelait auparavant les maisons de retraite. Ce que cette clinique révèle est ce nouage à la question de la perte d'objets, qui va colorer de manière particulière la question de la vie sexuelle. Si nous reprenons l'ossature de cette question de la sexualité, donc, au début, l'activité sexuelle de l'enfant n'est pas dirigée vers quelqu'un d'autre. En outre, il n'y a pas, donc, dans un premier temps, d'unité du corps. Le plaisir est donc éprouvé par le biais d'une zone érogène. Le suçotement en est un exemple. Téter est nécessaire pour la survie du nourrisson et, de ce besoin physiologique, naît le plaisir. Ainsi, les pulsions partielles parce qu'il y a un trait à des zones érogènes partielles, s'éteignent sur les pulsions d'autoconservation. Vers l'âge de 6 ans survient la période de latence, avec une vague de refoulement sur la période infantile de la sexualité, mais la pulsion peut aussi échapper à cette vague de refoulement et être sublimée. Après la vague de refoulement, il y a réunification des pulsions sexuelles. Et avant que les pulsions sexuelles unifiées ne soient dirigées vers l'extérieur, vers un objet, elles vont être dirigées vers l'intérieur. Le moi va devenir l'objet des pulsions sexuelles. C'est cette phase intermédiaire, où les pulsions sont dirigées sur le moi, que Freud insère dans cette question du narcissisme. Le moi va investir ensuite cette libido sur l'extérieur au travers de 2 choix d'objets, soit par étayage sur les objets parentaux, soit par un choix d'objets narcissiques en lien avec cette manière d'investir son propre corps. Ce qui apparaît à la fin est donc cette dimension d'investissement d'objets extérieurs.